Monsieur le professeur, vous êtes l'un des spécialistes des enjeux économiques de l'énergie. Vous avez été le conseiller du ministre en charge de l'économie. Vous êtes aujourd'hui le conseiller de l'Union des industries et métiers de la métallurgie. Vous avez également été membre de la commission de régulation de l'énergie et vous êtes aujourd'hui un membre du comité de prospective de la commission de régulation de l'énergie. Alors nous sommes actuellement, et je le disais au début de mon propos, confrontés à une véritable flambée des prix de l'énergie, avec une multiplication par 2 du prix du marché du gaz, par 3 de celui du pétrole, par 9 de celui de l'électricité par rapport au printemps 2020. Cette flambée des prix de marché se répercute sur les tarifs réglementés de vente. Ceux du gaz ont augmenté d'environ 12,5% en octobre et ceux de l'électricité pourraient augmenter dans une même proportion en février. Si cette flambée des prix se confirmait, elle emporterait de très lourdes conséquences sur le pouvoir d'achat des ménages, mais aussi sur le coût de production des entreprises, obérant ainsi durablement les perspectives de relance de notre économie, mais aussi celles de sa décarbonation. En effet, les dépenses qui sont liées à l'énergie représentaient 2 300 € par ménage en 2010, soit 8,5% de leur budget selon l'Institut national de la statistique des études économiques, l'INSEE. C'est autant que l'habillement et ou les loisirs. De plus, ces dépenses concentraient 90 millions d'euros pour le secteur de l'industrie en 2017, et cela toujours selon l'INSEE. Ces dépenses sont d'autant plus élevées pour les entreprises énergo-intensives, c'est-à-dire celles qui sont fortement consommatrices d'énergie, et notamment dans les secteurs de la métallurgie, de la chimie, de la papeterie ou encore de la cimenterie. Au nombre de 200, ces entreprises englobent une consommation d'énergie de 65 TWh, soit la moitié de la consommation du secteur de l'industrie, selon l'Union française de l'électricité. Si la situation est donc critique, la réaction des pouvoirs publics est pour le moins encore balbutiante. Certes, le Premier ministre Jean Castex a annoncé le 30 septembre dernier la mise en œuvre d'un bouclier tarifaire avec un blocage des tarifs réglementés du gaz à partir d'octobre, une limitation à 4% de la hausse des tarifs réglementés de l'électricité prévue en février et une hausse de 100 € du chèque énergie. Par ailleurs, la commissaire européenne en charge de l'énergie, Mme Kadri Simpson, a annoncé le 22 septembre une boîte à outils permettant aux États membres de recourir à des aides ciblées aux consommateurs, à des paiements directs aux personnes en situation de précarité énergétique, à des réductions de taxes sur l'énergie ou à des transferts de charges vers la fiscalité générale. La constitution de stocks stratégiques de gaz à l'échelle européenne est aussi à l'étude. Pour autant, la réponse apportée par la France peut sembler en retrait. Certains pays européens ont pris des mesures beaucoup plus fortes, avec une baisse de la TVA, c'est le cas en Espagne ou en Italie, avec des compensations budgétaires, c'est le cas au Royaume-Uni ou en Pologne. Certains acteurs ont donc appelé la France à faire davantage. L'UFC Que Choisir, association de consommateurs, et l'Uniden, Union des entreprises utilisatrices d'énergie, regroupement d'industriels, ont ainsi plaidé pour un relèvement du plafond de l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, l'Arenh. Dans ce contexte très perturbé, je souhaiterais, monsieur le professeur, vous soumettre 4 séries de questions avant que, bien évidemment, mes collègues, après vous avoir entendu, vous posent, je n'en doute pas, un certain nombre de questions. Tout d'abord, comment caractériseriez-vous la flambée actuelle des prix des énergies? Est-ce pour vous une évolution globale, quelles que soient les énergies et les pays? Ou est-ce une évolution durable, susceptible de peser sur les prochains mois?
Ma deuxième question, plus encore, quelles sont les causes de cette flambée des prix? Des facteurs conjoncturels, tels que la reprise de l'économie mondiale au sortir de la crise de la Covid-19, expliquent-ils l'essentiel de cette évolution? À l'inverse, doit-on y voir des facteurs structurels, à l'instar de la tarification du carbone dans le cadre de la transition énergétique? Troisième question, pour répondre à cette flambée, les mesures annoncées par le gouvernement et par la Commission européenne vous paraissent-elles suffisantes? Ou faut-il faire davantage en baissant la fiscalité énergétique, en augmentant les aides aux ménages et aux entreprises, ou en révisant des mécanismes de régulation comme le dispositif de l'Arenh ou les stocks stratégiques de gaz? Enfin, dernière question, en l'absence de mesures appropriées, quelles pourraient être les conséquences de cette flambée pour les ménages et pour les entreprises? Une dégradation du pouvoir d'achat, de la compétitivité et, in fine, de la croissance peut-elle être à prévoir et à craindre? Faut-il s'attendre à des faillites d'entreprises énergo-intensives, voire des fournisseurs d'énergie, comme cela se passe au Royaume-Uni? Faut-il craindre une hausse de la précarité énergétique qui touche déjà 3,5 millions de ménages selon l'Observatoire national de la précarité énergétique? Voilà déjà un certain nombre de questions qui vous sont soumises. Je vous laisse la parole, monsieur le professeur, et à l'issue, bien sûr, de votre audition, eh bien, j'ouvrirai donc la discussion avec l'ensemble de nos collègues et on commencera, bien sûr, par notre collègue Daniel Grémillet, qui préside le groupe Énergie. C'est à vous. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Je vais donc, excusez-moi, brosser un tableau des causes de la crise, pas vraiment anticipé par pas mal de spécialistes, il faut bien le reconnaître, sur le prix du gaz naturel pendant toute l'année 2021, ce qui me permettra de faire un certain nombre d'éléments de constat que j'utiliserai dans un deuxième temps pour répondre aux questions de la Présidente, notamment sur la question de savoir si la crise est majoritairement conjoncturelle ou structurelle. Donc, pour tuer le suspense, il me semble qu'elle est majoritairement d'origine conjoncturelle. Et ce qui peut avoir un impact, à mon sens aussi, sur les mesures de politique économique qui sont souhaitables dans ce contexte-là. Puisque prendre des mesures de politique économique qui auraient des effets durables sur le marché pour traiter un sujet qui est plutôt conjoncturel, il peut y avoir un hiatus qui n'est pas souhaitable. Enfin, je rentrerai dans le détail. Ensuite, j'aborderai dans un troisième point la présentation du marché de l'électricité. Ça pourra aller plus vite puisque l'essentiel de l'envolée des prix de l'électricité est dû à l'envolée des marchés du prix du gaz. Donc là, j'y reviendrai aussi. Je reviendrai sur certaines déclarations de responsables politiques récents qui soulignaient le fait que le marché européen de l'électricité avait un fonctionnement aberrant économiquement et écologiquement. Je ne suis pas sûr que ça soit tout à fait le cas, mais je vous donnerai quelques arguments qui, à mon avis, semblent défendre quand même le type de fonctionnement du marché européen de l'électricité, même s'il peut sembler un peu original, c'est vrai, au premier abord. Et puis ensuite, j'aborderai peut-être un certain nombre de questions qui ont été soulevées. On a effleuré la question de l'isolation thermique des bâtiments, de l'efficacité énergétique. Pour moi, c'est très important. C'est un petit peu la difficulté de parler d'énergie et la transition énergétique, c'est qu'en fait, il y a des leviers partout. Et dès qu'on tire un fil, c'est comme dans le jeu de Mikado, il y a un autre bâton qui vient. J'avais fait ma thèse sur la réforme des retraites. La réforme des retraites, même si c'est compliqué, à la fin, il n'y a quand même que 3 leviers. Dans la transition énergétique, il y en a une quinzaine et il faut les harmoniser les uns les autres. Donc si je parle d'un sujet, je vais avoir du mal à ne pas parler de tous les autres, mais je ne serai pas trop long. Et comme tout universitaire, je peux parler longtemps, Madame la Présidente, donc vous me coupez quand vous en avez marre, parce que je peux durer 18 heures là-dessus, il n'y a pas de souci. Et puis peut-être, je tends une perche, vous la saisirez ou pas de souci. Je suis là pour parler d'énergie, mais la transition énergétique, ça a aussi des conséquences sur les métaux. Sujet dont on parle peu, c'est pas l'énergie, mais c'est quand même une matière première et c'est retiré de l'écorce terrestre. Donc je ne suis pas là pour vous faire l'article sur les métaux, mais si vous voulez que je vous donne 2-3 éléments là-dessus, sur le cuivre, sur l'aluminium, sur les terres rares, parce que là, tout est à la hausse, et là, c'est structurel. Alors, sur le marché du gaz,
Bien, comme vous le savez, les tarifs réglementés de vente au détail du gaz ont été relevés de 12,6%, toutes taxes comprises, au 1er octobre 2021. Si on regarde l'évolution depuis le 1er janvier 2019, on est à plus 29%. Comme les prix du gaz ont beaucoup baissé en 2020, depuis le début du 1er janvier 2020, on est à plus 44% de ces tarifs qui, comme vous le savez, sont fixés par le gouvernement. Donc le sujet, alors là je m'élève au-dessus de mon humble condition, le sujet est évidemment politiquement ultra sensible, puisque on paye sa facture d'énergie soit tous les mois, soit tous les trimestres, en tout cas ça se voit, et l'effet est immédiat et direct, et j'allais dire homothétique, c'est-à-dire ça tombe sur le consommateur, boum. Et dans une période où les débats publics sont appelés un peu à s'animer compte tenu des échéances qu'on connaît. Alors ça, c'est l'aspect politique qui est très voyant, bien sûr. Du point de vue économique, en fait, l'effet va être beaucoup plus diffus, puisque les tarifs réglementés de vente du gaz ne concernent aucun industriel, ne concernent aucune collectivité, et ne concerne que 29%, oui c'est ça, si ma mémoire est bonne, des ménages. C'est pas pour minimiser du tout le choc qui est majeur, mais c'est pour dire qu'il va être diffusé petit à petit dans l'économie, puisque tous ces acteurs que j'ai cités tout à l'heure, entreprises, collectivités et ces 71% de ménages, sont dits en tarifs de marché, c'est-à-dire contractualisés avec leurs fournisseurs, et la plupart de ces tarifs sont à prix fixe. C'est-à-dire que les opérateurs sur le marché du gaz vendent à prix fixe, et pour éviter d'être concernés par le risque de marché qui résulterait du fait d'acheter sur le marché gros des volumes de prix du gaz au prix de marché, ils ont recours au marché dérivé, au marché futur, et ils se couvrent contre cela. Donc à la fin, c'est le marché financier qui gère en ce moment. Donc il y a beaucoup de gens financiers qui perdent de l'argent en ce moment, mais le secteur gazier, pour le coup, il évite de se sourcer à des prix très élevés et de vendre à des prix relativement faibles sur ses clients à tarif de marché. Donc, à court terme, l'effet n'est pas majeur. Après, il va se diffuser comme un espèce de petit poison lent dans les mois qui viennent, ce qui est effectivement un sujet d'inquiétude. Je rappelle que les tarifs réglementés de vente du gaz vont disparaître au 1er juillet 2023. Donc, s'il y a une nouvelle explosion des prix du gaz dans 2 ans, je n'aurai pas le plaisir d'être convoqué devant votre commission, puisqu'il n'y aura plus de tarifs réglementés des ventes de prix du gaz, et donc il n'y aura plus de visibilité politique. On dit qu'on ne vous entend pas très bien. Voilà, donc alors, je me rapproche du micro. Pas de souci. Et je vais parler comme un professeur dans un amphi, mais ce n'est pas mon rôle ici. Donc, il n'y aura plus de tarifs réglementés de vente du prix du gaz au 1er juillet 2023. Ce qui fait que le sujet politique tombera. Tout cela passera sous l'écran du radar, si je puis dire, puisque ça sera renégocié dans les contrats individuellement. Alors, je dirais que cette augmentation des tarifs de détail, c'est évidemment la face émergée de l'iceberg, puisque la face immergée de l'iceberg, c'est les prix de gros. Les prix du gaz naturel liquéfié sur le marché mondial et puis les prix du gaz sur le marché européen. Alors, le marché du gaz dans le monde, il est divisé en 3 régions, et c'est important d'avoir ça en tête parce que ça a des implications sur la nature de la crise actuelle et donc les réponses a priori pertinentes à y apporter. Vous avez 3 régions, l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. Ça se distingue du marché du pétrole qui est un marché mondial. Ça se distingue du marché de l'électricité qui est un marché essentiellement national, même s'il y a des ajustements aux frontières. Le marché du gaz en Amérique du Nord, l'Amérique du Nord est à peu près autosuffisante, elle exporte même un petit peu de gaz naturel liquéfié. Elle en a exporté beaucoup moins en 2021 parce qu'ils ont eu des problèmes de maintenance et donc les États-Unis ont moins fabriqué de gaz naturel liquéfié, ont moins exporté de gaz naturel liquéfié. Ils ont eu des problèmes de maintenance et un certain nombre d'usines de liquéfaction n'ont pas bien tourné aux États-Unis, ce qui a donc déjà diminué un petit peu l'offre de GNL dans le monde. L'Asie, elle, est très peu autonome et c'est vraiment le grand centre de consommation du gaz naturel liquéfié dans le monde. Elle produit un peu de gaz, mais peu. Il y a un tuyau qui est en train de partir de Russie, qui arrive en Chine, mais c'est encore petit. Et le principal consommateur de gaz naturel liquéfié jusqu'à récemment, c'était le Japon. Et le principal consommateur de gaz naturel liquéfié depuis cette année, c'est la Chine.
dont la demande en 2021 de gaz a augmenté de 15%. Donc quand vous avez un pays d'1,3 milliard d'habitants dont la demande de gaz augmente de 15%, c'est la panique dans le petit monde des méthaniers, puisque en fait vous avez un effet d'aspirateur qui fait qu'il ne reste plus de méthaniers pour l'Europe, puisque l'Europe, elle est moins dépendante du gaz. Enfin, elle est moins dépendante du gaz naturel liquéfié. Elle produit du gaz. On produit encore beaucoup de gaz en Europe du Nord, Norvège, Royaume-Uni. Elle produit du gaz sur le continent, Pays-Bas, même si j'y reviendrai, c'est de moins en moins. Elle importe du gaz par gazoduc. On y reviendra. Il y a 4 gazoducs russes qui nous arrivent dessus. Celui qui est Nord Stream qui arrive en Allemagne. Yamal qui passe par la Pologne et l'Allemagne. Le tuyau ukrainien qui n'est pas très rempli en ce moment, on y viendra, qui est donc un petit peu en dessous de Yamal. Et puis il y a Blue Stream qui passe sous la mer Noire et qui arrive dans les pays d'Europe orientale. On y reviendra. Et donc normalement, le gaz naturel liquéfié pour l'Europe, c'est un peu l'approvisionnement d'appoint. Sauf qu'on a eu des problèmes d'offres de gaz en Europe. À cause de la crise du Covid, les travaux de maintenance n'ont pas pu être faits sur les plateformes offshore en mer du Nord en 2020, parce qu'il n'y avait personne. L'industrie des hydrocarbures, normalement, elle est très précautionneuse quand il s'agit de travaux de sécurisation, de maintenance ou autre. Donc ils ne les ont pas fait en 2020, ils les ont fait tous en 2021. Donc la mer du Nord a produit moins. C'est temporaire, c'est circonstanciel. Normalement, dans les mois qui viennent, ça va revenir. Les Pays-Bas produisent moins, mais ça, c'est structurel. Ils ont un champ qui s'appelle Groningue, qui est un champ gigantesque, puisque ça fait 40 ans qu'il produit. Normalement, un champ de gaz, ça dure pas beaucoup plus de 25 ans. Et là, Groningue est en train, en fait, de s'épuiser. Et les Pays-Bas, qui était un grand pays gazier, est en train de sortir du gaz. Donc la baisse de production de Groningue, ça c'est structurel, ils ne vont pas repousser les feux, le réservoir est en train de s'épuiser. Alors après il y a les importations. Bon, le fait est que Gazprom ne fait pas absolument ce qu'il veut en matière de volume exporté en France, parce qu'il est lié par des contrats à long terme qui ont été signés il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, qui définissent très précisément le montant de gaz que Gazprom doit livrer en fonction de la demande de ses clients. Donc, pour parler dans un mauvais français ou un bon anglais, il n'est pas market maker sur le marché. On ne peut pas dire qu'on est, dans la main des Russes. Néanmoins, ils ont une petite marge de manœuvre que, selon toute probabilité, ils ont utilisée dans les semaines passées, qui fait qu'ils peuvent utiliser une partie du tuyau ukrainien pour en mettre un peu plus ou un peu moins, et là ils ne sont pas liés par des contrats, c'est comme ils veulent. Ils ont l'option de remplir le tuyau ou pas. Ils ne l'ont pas fait. Ils auraient pu le faire. Ils ne l'ont pas fait. Et quand on connaît un peu Gazprom, on sait que les gars ils savent faire le calcul, donc évidemment il y a une explosion du prix du gaz. Si vous faites un peu de rétention, vous alimentez ce prix élevé. Et on a toutes les raisons de penser qu'ils ne sont pas privés, même si les informations ne sont pas toujours très faciles à avoir. Le président Poutine a fait une déclaration il y a quelques jours en disant on va alimenter. Ça me permet de souligner un point, c'est qu'au plus fort de la crise du prix du gaz, en Europe, sur le marché, on a dû taper à 150, 160 euros le mégawattheure aux environs. Et avant votre commission, j'ai pris le soin de vérifier, on est à 85. Donc, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas de problème, c'est pour dire que ça va vite, ça monte vite, mais ça peut baisser vite. Et la question, en fait, aujourd'hui, de savoir, et pas de savoir si on va redescendre, on est déjà redescendu. La question, c'est de savoir en combien de temps on va revenir de 85 aujourd'hui à un prix normal qui est de l'ordre de 15-20 euros le mégawattheure. Et la question, c'est celle-là. Ça va descendre. À quelle vitesse à quelle vitesse? Ça va dépendre des Russes et ça va dépendre de la météo. Donc c'est là où ma compétence d'économiste va s'arrêter rapidement, c'est que l'évolution du prix du gaz va être en partie liée par les températures de cet hiver. Et là, j'ai pas d'idée très particulière, évidemment. Ce que je peux dire, c'est que l'hiver dernier a été froid en Asie et que déjà à cette époque-là, les importations de gaz naturel liquéfié
on bondit, on a eu déjà un pic de prix considérable en Asie à cause de ça. Donc s'il fait froid cet hiver, c'est sûr que la baisse des prix du gaz, ce ne sera pas pour cet hiver. Alors, comme vous le voyez, on a eu peu d'offres sur le marché européen, puisqu'il y avait peu de production, il y avait peu d'imports de gazoducs, et puis on n'arrivait pas à avoir les méthaniers qui partaient tous en Asie. Et pendant ce temps-là, on avait une demande qui redémarrait. On a eu un écart sur le marché européen très important entre l'offre et la demande de l'ordre de 10%. 10%, c'est-à-dire qu'il y avait un écart entre cette offre et cette demande de gaz de 10%. Ça a évidemment contribué à renchérir le prix du gaz. Et là, parce qu'il faut quand même être positif un peu, là où on a été sauvé, c'est grâce au stock. On a des stockages en Europe qui sont importants. Le gaz se stocke assez facilement, à un coût assez raisonnable, ce qui n'est pas le cas d'électricité pour le moment. Et en fait, ces 30 milliards de mètres cubes de déficit entre l'offre et la demande ont été couverts par des stocks. Alors la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a suffisamment de stocks pour passer l'hiver ? Alors la réponse est oui en France et non ailleurs. Donc oui en France parce qu'on a des stocks qui sont vraiment bien remplis, mais les stocks en Allemagne et aux Pays-Bas sont vraiment pas remplis. Alors c'est le verre à moitié plein, à moitié vide là. À moitié plein, en France normalement on va pouvoir passer l'hiver sans trop de problèmes. À moitié vide, c'est que si toute l'Europe nous demande de taper dans nos stocks, on n'en aura pas assez, et là on aura un problème partout dans le continent. Donc ça c'est ce qui se passerait s'il faisait vraiment froid et si les Russes continuaient à faire de la rétention. Scénario pessimiste. Pas impossible, mais c'est pas physiquement, c'est pas, c'est pas impossible. Il faut l'avoir en tête. Alors, que dire d'autre sur... Je pense que j'ai brossé l'essentiel des causes du marché du gaz. Il y a aussi un élément qui me permet d'introduire le prix du carbone, c'est qu'on pourrait se dire, bon, mais puisque le gaz a autant augmenté, pourquoi est-ce qu'on l'utilise encore pour fabriquer l'électricité ? Parce qu'il y a un certain nombre de pays en Europe, la Pologne ou l'Allemagne, qui pourraient le fabriquer à partir du charbon. C'est pour la bonne bouche. Au premier semestre 2021, la production d'électricité allemande a été davantage issue du charbon que d'énergie renouvelable. C'est-à-dire qu'il y a 23%, je crois, de l'électricité allemande produite au premier semestre l'était à partir de lignite. Et comme il y a eu moins de vent, je vois une éolienne, comme il y a eu moins de vent en mer du Nord au premier semestre, merci, il y a eu moins de production d'électricité d'origine éolienne, et donc ils ont produit plus d'élec d'origine charbonnière que d'élec d'origine ENR. Je dis ça, je dis rien, évidemment. Et pendant ce temps-là, évidemment, le prix du CO2 sur les quotas d'émissions a beaucoup augmenté. Et ça, c'est structurel. Ça, c'est structurel, c'est essentiellement structurel, c'est un peu lié à la demande. Et comme le prix du quota de gaz a beaucoup augmenté, que le quota de CO2 a beaucoup augmenté, ça pénalise davantage le charbon que le gaz. Donc on s'est retrouvé dans une situation où, même si le prix du gaz avait beaucoup augmenté, il restait compétitif par rapport au prix à l'électricité fabriquée à partir de charbon et de CO2. Je ne sais pas si je parle chinois, mais enfin voilà. En gros, si vous voulez, l'explosion du prix du gaz sur le marché en 2021, c'est le résultat d'un concours de mauvaises circonstances un peu extraordinaire, parce que si j'ajoute le prix du CO2 qui augmente plus, les Russes, les Anglais, les Pays-Bas, la Chine, les Américains qui ne font pas redémarrer leur train de liquéfaction, et encore 2 ou 3 autres, et la demande qui rebondit parce qu'on sort de la crise du Covid, je suis dans un environnement où j'ai 7 ou 8 facteurs qui se cumulent les uns les autres, qui sont pour l'essentiel conjoncturels, pas tous, mais pour l'essentiel. Et évidemment, j'aboutis à un comportement du marché alors pour un économiste de l'énergie qui n'est pas aberrant, qui n'est pas pathologique, parce qu'on sait bien que les prix de l'énergie, c'est parmi les plus volatiles de l'économie, et que quand le marché de l'électricité ne fonctionne pas bien, on peut avoir un prix de l'élec qui est multiplié par 10 en quelques heures, ça s'est déjà vu. Alors, ça m'amène tranquillement, je pense, à répondre aux questions de la présidente et à des questions davantage de politique énergétique. Alors, est-ce que c'est structurel ou conjoncturel ? C'est essentiellement conjoncturel. Je reste sur le marché du gaz, je passe à l'élec après. Donc, c'est essentiellement conjoncturel. Combien de temps ça va durer ? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle long terme. Je crois que pour la plupart des observateurs du débat public, le long terme, c'est quelque part du côté du début du mois de mai 2022.
Alors, pour un gazier, le long terme, c'est dans 20 ans. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les prix vont sans doute rester sensiblement plus hauts que leur niveau moyen dans les mois qui viennent. Ça, c'est plutôt la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que normalement, vu le concours de circonstances un peu incroyable qui a fait naître cette situation, il est plutôt raisonnable de penser que ça va se calmer dans les mois qui viennent. Est-ce que ça se calmera à temps et au bon moment ? Ça dépendra des températures. Faites vos jeux, moi je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, le sujet ne va pas disparaître de l'écran radar très vite, même si depuis 2 semaines, après tout, le prix du gaz a été divisé par 2. On est passé de 160 à 85. Alors les conséquences pour les ménages et les entreprises. Alors, si vous me le permettez, Madame la Présidente, je rajouterai un 3e acteur, les finances publiques. Parce que pour moi, les finances publiques, c'est les ménages et les entreprises de demain. Parce que si on fait du déficit et de la dette aujourd'hui, forcément, demain, il y a quelqu'un qui va payer, et ce sera les ménages et les entreprises. Alors, 2 points là-dessus. Dans la mesure où le problème, me semble-t-il, est en bonne partie d'ordre conjoncturel, il me semble qu'il est plus pertinent d'avoir des mesures réversibles ou de court terme ou qui ne durent pas longtemps et en tout cas qui a priori n'engagent pas trop des facteurs structurels ou des coûts pérennes pour les finances publiques ou des réformes structurelles sur les marchés. Bon, ça c'est ouvert au débat, bien sûr. C'est ce qui résulte un peu d'une analyse technique. Ce qui veut dire que la question du chèque énergie, effectivement, je pense que ça a été en plus proposé par cette commission. Donc ça, quand il faut qu'on opère vite, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire quand vous êtes sur un vélo, que vous avez fait une crevaison, vous ne changez pas la roue tout de suite, vous mettez une rustine pour aller au magasin le plus proche. C'est pas à l'extase de mettre une rustine, mais ça vous permet de vous sortir à court terme de la situation. Donc très bien. Et puis, quand j'étais à Bercy, on a fait des trucs comme ça quand il fallait le faire. Alors après, la question du blocage des prix de l'énergie, ça, il y a une longue histoire, puisque la première fois que des prix de l'énergie ont été bloqués, je m'en souviens assez bien, c'était en avril 2011, c'était François Fillon à l'époque, on était aussi dans une période pré-débat public, on va dire ça comme ça. La difficulté, c'est qu'il y a des lois qui, normalement, s'assurent que les tarifs réglementés de vente couvrent les coûts. Et c'est la commission de régulation de l'énergie qui regarde cela. Donc tout ce qui a été fait maintenant me semble aller à l'aune de ce critère législatif, plutôt aller dans le bon sens. Mais si les prix continuent à augmenter, peut-être qu'à un moment ou un autre, la question va se poser. Je pense notamment s'il y a une autre vague de hausse de prix du gaz après le mois d'octobre, ce qui n'est pas impossible. Donc c'est un sujet de préconisation. Est-ce que le gouvernement en a assez fait ? Alors là, pour le coup, dans la droite ligne de ce que je viens de dire, comme il a pris des mesures relativement temporaires, j'aurais tendance à lui suggérer de ne pas en faire beaucoup plus. En tout cas, de ne pas engager des choses qui diminueraient, par exemple, le déficit structurel. Il y a quand même un point où je suis chiffonné. Donc là, je vais me rattraper, Madame la Présidente, parce que je vais vous dire un truc qui va vous faire plaisir. Là où j'étais un peu chiffonné, c'est que rien n'a été annoncé sur l'isolation thermique des bâtiments. Parce que quand vous donnez un chèque de 100 € à quelqu'un qui est en précarité énergétique, qui est plutôt pauvre, il a quand même une probabilité assez élevée d'être dans une passoire énergétique et finalement de dépenser beaucoup d'argent pour maintenir à 21 degrés son logement alors que ça fuit de tous les côtés. Donc, si à la limite, on a de l'argent à mettre sur la table, ce qui ne me semble pas déraisonnable à court terme, pourquoi est-ce qu'on n'en mettrait pas davantage sur une isolation thermique un peu accélérée et au forceps ? Parce que là, en fait, on paye des ménages pauvres qui ont froid chez eux, qui ont des maladies chroniques, ça fait des dépenses d'assurance maladie, alors que si on mettait un programme accéléré, je sais que le sujet n'est pas facile et vous le connaissez mieux que moi, mais d'isolation thermique des bâtiments, vous avez dépensé votre argent public que vous avez de toute façon prévu de dépenser, mais au moins, à long terme, ces gens-là seront moins dans des passoires énergétiques et, en gros, auront moins la grippe. Donc, je crois qu'à la limite, tant qu'à dépenser l'argent à court terme, il faut essayer de le dépenser de manière à ce qu'il puisse contribuer à résoudre des problèmes de long terme, même si l'isolation thermique des bâtiments, c'est un sujet complexe que, d'ailleurs, je crois que vous connaissez particulièrement bien. Alors, j'ajoute aussi que, et là je parle finances publiques,
Bon, on sort d'une crise macroéconomique considérable. Vous avez peut-être regardé la note de conjoncture de l'INSEE qui a dû sortir le 6 octobre. Le pouvoir d'achat des ménages a augmenterait en 2021 de 1,5%, après n'avoir pas baissé en 2020. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que les gens sont contents, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui sont en précarité énergétique, je ne dis pas qu'il y a des bas revenus. Je dis simplement que l'effet de la crise a été complètement amorti pour les ménages, et il a aussi été complètement amorti pour les entreprises via des dispositifs de chômage partiel, et c'est très bien. Et qui a amorti le choc? Les finances publiques, qui ont été ultra sollicitées. Ma tendance, ça à la limite, ça n'engage que moi, mais je pense que l'accumulation de la dette publique, ça pose un problème d'équité entre les générations. J'observe, petite parenthèse, qu'on est un pays où les questions d'inégalité, à juste titre, sont très sensibles. Les Gilets jaunes en ont beaucoup parlé. Il y a une inégalité massive dont on ne parle jamais, c'est l'inégalité entre les générations qui est associée à l'accumulation de dette publique. Et c'est là, on n'en parle jamais, jamais. Alors, je suis un peu sensible sur le sujet parce que tous mes travaux académiques sur les retraites et sur la transition énergétique, c'est sur l'équité intergénérationnelle. Mais juste pour vous donner un exemple, il y a un indicateur qui est calculé par l'OCDE qui s'appelle le Fiscal Gap, qui dit simplement, bon, je la fais courte, quel niveau de déficit il faudrait avoir dans un pays pour qu'il assure l'équité entre les générations et un retour de la dette publique à un niveau correct. Réponse, en France, il faudrait un surplus budgétaire d'1%. Et en Allemagne, eh ben, ils ont le bon niveau de déficit et ils ont une dette publique qui n'a pas beaucoup augmenté. Donc, de part et d'autre du Rhin, il y a un traitement de ces questions d'inégalité intergénérationnelle via la dette publique qui est très différent. Bon, c'est un peu de macro, mais j'attirais votre attention là-dessus. Donc je pense que l'acteur qu'il faut un peu protéger maintenant, me semble-t-il, c'est les finances publiques. Alors, est-ce que ça concerne toutes les énergies, toutes les matières premières? Oui, ça concerne même beaucoup aussi les métaux. Je pourrais, si ça vous intéresse, mais je ne veux pas prolonger là-dessus, je tends une perche, je vous la prendrai ou pas. Mais par exemple, la transition énergétique, c'est évidemment quelque chose qui pousse à la hausse de façon structurelle le prix du cuivre, le prix de l'alu. La transition numérique et énergétique, ça pousse à la hausse de façon structurelle le prix des terres rares, le prix du platine, vous en avez un peu dans vos smartphones, le prix de l'indium, vous en avez sur vos écrans tactiles, le prix du palladium, le prix du néodyme, vous en avez dans les aimants semi-permanents qui sont dans la nacelle de votre éolienne, et tout ça, c'est structurel. Alors, je viens à l'électricité. Alors, ça ira plus vite puisque 80%, ça c'est une règle de 3, 80% de la hausse du prix de l'électricité est liée à l'envolée du prix du gaz. Les 20% restants sont, comme je vous l'ai dit, qui est plutôt conjoncturel à mon avis. Le reste, les 20%, c'est plutôt lié à l'envol du prix des quotas de CO2 qui sont passés en gros de 20 € la tonne en 2020 à 60 aujourd'hui. Alors, sur l'électricité, habituellement, les prix de l'électricité de production sont entre 50 € et 100 € le mégawattheure. On vogue joyeusement entre 150 et 250 € le mégawattheure. Donc, je ne sais pas si... Et ça fait des semaines que ça dure. Donc, c'est vraiment très... c'est pas anodin du tout. C'était vraiment rarement arrivé dans le passé. Alors, des responsables, et non des moindres, ont pu dire que le fonctionnement de l'électricité européen était aberrant, que pourquoi est-ce que le producteur marginal, qui est un gazier, pourquoi est-ce qu'on paierait l'électricité en fonction de ce prix du gaz. Alors, bon, je ne suis pas d'accord, parce que, pour deux raisons. La première, c'est que si le marché de l'électricité fonctionne comme ça en Europe, c'est que c'est comme ça qu'on minimise le coût moyen de production de l'électricité. On ne produit pas de l'électricité qu'à partir du nucléaire. On ne produit pas de l'électricité qu'à partir des renouvelables, ni qu'à partir du gaz.
Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas stocker l'électricité pour le moment, j'y reviendrai. Donc il faut avoir un panel de technologies, et la question que se pose un économiste, c'est je vais minimiser les coûts globaux, je vais employer mes moyens de formation, mes moyens de production en fonction de la répartition coût fixe, coût variable, et là vous obtenez ce qu'on appelle un parc optimal, c'est-à-dire vous avez du nucléaire, donc je dis puisque la question me sera sans doute posée, donc en gros l'analyse économique, elle vous dit que le nucléaire, si je mets de côté les questions environnementales qui ne sont pas négligeables, mais moi je suis prof d'économie, donc je m'intéresse aux questions de coût et de prix, le nucléaire, la part optimale du nucléaire dans un mix, c'est quelque part entre 60 et 75%. Si je mets de côté la question environnementale, qui n'est pas négligeable, mais c'est une question de débat public, c'est un peu au-delà de ma pauvre compétence, mais si je regarde les prix ou les coûts, compte tenu du fait que le nucléaire, il y a beaucoup de coûts fixes et très peu de coûts variables, c'est pertinent de le faire fonctionner à peu près 60% du temps, en gros. Et donc, pour le reste, il faut un producteur qui puisse produire de l'électricité vite, même quand il n'y a pas de soleil, même quand il n'y a pas de vent. Alors, il n'y en a que deux qui savent faire ça. Il y a un barrage de haute chute, mais ça s'épuise parce qu'à force de tirer sur votre barrage, à la fin, il n'y a plus d'eau. Et celui qui reste, c'est la centrale à gaz. Parce qu'une centrale à gaz, vous appuyez sur le bouton, 5 minutes plus tard, vous avez un tiers de centrales nucléaires qui arrivent sur le réseau. Donc, si ça ne fonctionnait pas comme ça, on serait dans le noir, on serait dans le blackout. Ce qui est encore plus coûteux. Déjà parce que les activités s'arrêtent, votre bain d'électrolyse d'aluminium s'arrête, à redémarrer c'est long. Et puis, on n'est pas sûr de savoir si un réseau qui tombe en blackout, on n'est pas complètement sûr de savoir si on sait le redémarrer. Parce que ça a l'air simple, mais il ne suffit pas de brancher une centrale nucléaire sur un câble, redémarrer un blackout. La dernière fois que ça arrivait en France, c'était en 1976. Alors, EDF s'entraîne, mais le jour où ça arrive, on n'est pas sûr que ça redémarre. Et là, ça pose des problèmes économiques et même de souveraineté et de défense nationale considérables. Donc ce qu'il faut vraiment éviter, c'est le blackout. En électricité, l'important, c'est la sécurité d'approvisionnement. Ça se paye. Parce que si vous ne payez pas ça, ça va coûter beaucoup plus cher le jour où il y a un accident. Donc il me semble que le fonctionnement dans ces grandes lignes du marché européen de l'électricité n'est pas aberrant. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Est-ce que j'ai répondu aux questions d'électricité ? Ah oui, alors on a parlé du plafond de l'Arenh. Alors, le plafond de l'Arenh, ça, je vais être prudent, c'est un sujet extrêmement politique, si je puis me permettre, ce qui veut dire que je ne vais pas vous dire nécessairement beaucoup de choses. Bon, les prix sur le marché gros sont très élevés sur l'électricité. Une centrale nucléaire amortie, elle a un coût de fonctionnement. Ça dépend des centrales, mais enfin, il est très amorti, donc je sais pas, il est aux environs de 30-40 € pour une centrale nucléaire installée. Donc oui, EDF gagne de l'argent quand les prix de marché sont élevés. Il en gagne même deux fois. Une fois parce qu'il vend plus cher sur le marché de gros, et puis les dispositifs, vous savez, d'aide de tarifs d'achat des énergies renouvelables, ils fonctionnent comme étant un écart entre le coût de production de votre éolienne ou du gars qui fait une usine de photovoltaïque et le prix de marché. Comme le prix de marché a explosé, évidemment, l'indemnisation que doit verser EDF pour acheter l'électricité issue d'une éolienne ou du photovoltaïque a beaucoup fondu. Donc, est-ce que EDF gagne beaucoup d'argent en ce moment ? Bah oui. Alors après, il faut voir la situation financière d'EDF qui est la sienne, qui est une situation compliquée. Et c'est pas trop de sa faute. La transition énergétique, ça coûte beaucoup d'argent. Et donc après, alors là, c'est là où je vais m'arrêter. Il y a un choix politique à faire parce que si vous relevez le plafond de l'Arenh, évidemment, vous redistribuez une partie de cet argent qu'est en train de gagner EDF au bénéfice des consommateurs. Bon, choix politique. Moi, en tant que prof d'économie, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. J'ai qu'une chose à dire, c'est que, encore une fois, si le problème est conjoncturel, toucher à un levier qui est structurel, moi j'ai un peu de mal. En tout cas, c'est un sujet sensible. Et puis, un autre facteur de complexification de ce dossier, c'est que je n'ignore pas, ou j'ai l'impression qu'il y a des gens dans la République qui sont assez sensibles à la valorisation financière d'EDF.
en vue d'opérations ultérieures potentielles, et que, évidemment, ça va interférer dans le raisonnement. À partir de là, ma compétence d'économiste s'arrête, et c'est votre métier, si je puis dire, et c'est plus le mien. Mais c'est très sensible parce que le compteur, il tourne en milliards d'euros sur le sujet. Ça va très vite. Donc il faut faire attention. Alors, quelles sont les solutions parce qu'il faut essayer de trouver des solutions, quelles peuvent être les solutions à cette envolée du prix de l'électricité? Essentiellement, c'est ce que j'ai dit déjà sur le prix du gaz, puisque 80% de l'envolée du prix de l'élec est liée à l'évolution du prix du gaz. Moi, je soulignerais bien d'autres effets à prendre en compte. Il y a la question du stockage d'électricité. Alors, mon métier qui est passionnant le sera encore plus le jour où le stockage d'électricité arrivera. Et il va arriver. Alors quand je parle de stockage d'électricité, c'est pas la petite pile, c'est des dispositifs qui ont aujourd'hui la taille d'un semi-remorque. La miniaturisation va peut-être arriver, mais ce sont des grosses piles que vous branchez sur les réseaux et qui peuvent vous capter comme ça l'équivalent de 20 mégawatts pendant à peu près 24 heures et qui prennent le surplus de production de l'éolienne ou du photovoltaïque et qui le reversent à peu près au bout de 24 heures. Alors, par définition, quand vous avez un mécanisme de stockage, ça va lisser la volatilité de la demande et de l'offre d'électricité, ça va contribuer un peu à lisser les prix. Alors, chance, le progrès technique et surtout les effets d'échelle font que bientôt, cette technologie de stockage d'électricité va devenir économiquement pertinente. Les gains de productivité, d'abord des Chinois et puis aussi un petit peu des Européens, font que le coût de production baisse de 20 à 30% pour ces grosses batteries stationnaires. Et ça, c'est l'avenir. Pour le dire en peu de mots, mais ce sera ma conclusion, évidemment, la transition énergétique, ça coûte cher. Évidemment, ça coûte cher. Mais le point d'atterrissage final, il est très bon. Alors, vous savez, les économistes ont cette curieuse habitude d'avoir des idées très claires sur ce qui va se passer à 50 ans et beaucoup moins claires sur ce qui va se passer dans 6 mois. Donc, je vais tomber dans ce travers. Mais il me semble que le point d'atterrissage final en 2050, il est assez clair et réjouissant. C'est beaucoup de photovoltaïque et beaucoup de stockage. Beaucoup de photovoltaïque parce que ça coûte très peu cher. On fabrique ça à partir de silicium, il y en a plein sur la croûte terrestre. Le tellure de cadmium, c'est fini depuis pas mal d'années. C'était toxique, mais on n'utilise plus ça. Et avec beaucoup de stockage, eh bien, on fabriquera notre électricité avec du photovoltaïque, on mettra du stockage partout. Et quand votre aluminerie dans la vallée de la Maurienne devra fabriquer son aluminium à 4 heures du matin, ben, ça sera des stocks qui la fourniront. Il y aura peut-être du nucléaire, il y aura sans doute du nucléaire, d'ailleurs je le souhaite. Il y aura peut-être encore un peu de gaz, mais il y aura beaucoup de photovoltaïque et beaucoup de stockage. Et ça coûtera pas cher. Le problème, c'est que passer du système actuel à ce système-là nécessite des investissements considérables. Et ça va coûter cher. Donc le stockage, c'est une solution importante. Alors, autre solution, bon, ça c'est peut-être un de mes dadas personnels, mais la sobriété énergétique, je pense que là, il y a quelque chose à faire auprès des ménages. Alors, il se trouve que je faisais un cours hier à mes étudiants sur la transition énergétique. Moi je suis un fervent défenseur du pull en laine ou du linge de corps. Parce que vous n'imaginez pas les services économiques et environnementaux que vous rendez en mettant un bon pull en laine qui fait 19 degrés chez vous, plutôt que d'être en chemisette à 22 degrés. Ça coûte pas cher, ça contribue à l'indépendance énergétique de la France, ça protège l'environnement, enfin ça coche absolument toutes les cases. Le pull en laine, c'est vraiment la politique de l'énergie parfaite. Il y a aussi la clim, oui. Ça a toujours beaucoup de succès, ça. Oui, je vois. Non, mais il faut pousser. Pour une fois qu'on fait des propositions simples à mettre en œuvre, les économistes, c'est plutôt sympathique. Bon, j'ai abordé déjà pas mal de sujets. Je regarde mes notes. Ça fait combien de temps que je parle? Trop, sans doute. S'il y a des gens qui sont intéressés par les métaux, j'en parlerai. Mais voilà, c'était pour l'essentiel ce que j'avais à dire et je suis ravi de répondre à vos questions. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Avant de passer la parole à Daniel Grévillier, peut-être on entend beaucoup parler, est-ce qu'il faut baisser la fiscalité énergétique? Alors,
là, je suis encore à contre-emploi pour un économiste. A priori, la réponse est non. Alors pourtant, un économiste, ça aime bien baisser les impôts. En tout cas, moi, je fais partie des économistes qui aimeraient bien baisser les impôts. Mais, et les dépenses publiques aussi. Mais en la matière de fiscalité énergétique, il faut voir que cette fiscalité est là pour influencer les comportements des gens. Ce qui me permet d'ailleurs peut-être sur la fiscalité énergétique de dire qu'elle a deux effets. On pense toujours à l'un qui n'est pas très important et à l'autre qui est plus important. La fiscalité énergétique, elle a deux effets. Elle a un effet environnemental, elle pèse sur la consommation de produits polluants. Ça, les gens l'ont bien en tête. Le problème, c'est qu'elle pèse peu sur les émissions de polluants parce que la demande d'énergie, elle est assez inélastique au prix. Donc quand vous augmentez de 10% le prix d'un carburant, votre demande ne va baisser que de 4 à 5%. Parce que les gens, ils sont obligés de remplir leur réservoir. Et donc, vous avez un effet amorti sur les émissions. Donc oui, la taxe carbone, les taxes environnementales, c'est indispensable. Mais ça ne peut pas être le seul instrument. Et puis surtout, ce qu'on oublie, et ça, c'est plus dans la main de vos collègues des affaires budgétaires, mais c'est un bon sujet, il y a un intérêt fiscal à la taxe carbone ou aux taxes environnementales. Il y a un intérêt fiscal si, en même temps que vous augmentez la taxe carbone, vous diminuez des impôts directs. Parce qu'un impôt indirect est, bon, alors, croyez-moi sur parole, il est moins distorsif, il est moins nocif pour l'économie qu'un impôt direct, type cotisation employeur, impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu. Donc si vous augmentez de 20 milliards, par exemple, votre taxe carbone ou votre taxe environnementale, et qu'à due concurrence, vous baissez de 20 milliards vos impôts directs, vous avez une mesure merveilleuse, parce qu'elle est neutre pour le déficit public, elle contribue à l'environnement et elle relance la croissance, puisque votre système fiscal, il est davantage indirect que direct, et les impôts indirects sont moins distorsifs que les impôts directs. C'est ce qu'on appelle le double dividende. Premier point sur la taxe carbone, sur la taxe environnementale. Le deuxième point, c'est que là, je crois que pour le décideur public, ces questions de taxe carbone, est-ce qu'on les ajuste à la baisse quand il y a une crise, c'est ce qu'on appelle en fait en économie l'incohérence temporelle, mais c'est-à-dire quand vous avez les objectifs de court terme et les objectifs de moyen long terme qui volent pas ensemble. Alors ça nous concerne tous. Par exemple, quand on veut faire un régime et qu'on dit demain j'arrête, ça c'est une incohérence temporelle parce que si vous voulez vraiment faire un régime, il faut s'y mettre aujourd'hui. Parce que si tous les jours vous repoussez à demain, vous avez envie de manger votre tablette de chocolat à court terme, vous dites c'est la dernière fois, et tous les jours vous dites ça, et 3 ans après vous êtes en train de descendre vos tablettes de chocolat. Alors comment est-ce qu'on résout ça? Alors en fait ça c'est l'histoire d'Ulysse et des sirènes, puisque Ulysse et les sirènes étaient confrontés au même choix. Enfin, l'exemple est rigolo et la conclusion est plus raide. Donc je pense à l'exemple. À court terme, son bénéfice était d'aller voir les sirènes, mais il savait qu'à moyen terme, elle allait le tuer. Et donc, la solution pour éviter de faire la boulette de court terme, il s'est donc encordé au mât et s'est mis des boulettes de cire dans les oreilles pour ne pas entendre les sirènes. Donc en clair, les économistes ont beaucoup travaillé là-dessus. La solution pour éviter ça, c'est la contrainte. C'est une règle de loi, voire constitutionnelle, qui empêche les décideurs publics de céder aux sirènes. Voilà. C'est un langage qui est un peu dur à entendre. C'est pour ça que les banques centrales sont indépendantes aujourd'hui. C'est que ça évitait au directeur du Trésor de dire au gouverneur de la Banque centrale manipulez-moi les taux à 9 mois des présidentielles. Donc voilà, ça c'est le côté, voilà, l'incohérence temporelle. Pour éviter ça, alors soit il faut être très autodiscipliné, mais c'est pas facile, soit il faut une contrainte dans des textes pour éviter de faire ça. Le premier constat que nous pouvons faire, et vous en avez déjà parlé, de cette période, mais aussi des 20 dernières années, est que la libéralisation à l'extrême du marché de l'énergie ne fonctionne pas. Bien au contraire, elle est pénalisante pour notre pays et surtout pour le groupe EDF. Et surtout pour les consommateurs qui ne cessent de voir leurs factures augmenter. Donc face à ce constat, à ce terrible constat, j'ai quelques questions à vous poser. Tout d'abord, sur l'Europe de l'énergie, qui est aujourd'hui confrontée à ses propres limites, on se rend compte de la déconnexion existante entre la formation des prix de l'électricité au niveau européen et la structure des coûts réels pour les parcs de production des États membres. Et cette déconnexion pénalise, vous l'avez dit vous-même, fortement notre pays. Ainsi, à l'aube de la présidence française de l'Union européenne, que pourrait concrètement faire et conduire le gouvernement pour changer la donne? Ensuite,
La transition énergétique et la maintenance de nos centrales nucléaires pourraient conduire, selon certaines estimations, peut-être partagez-vous cet avis, en tout cas c'est l'avis de l'économiste Patrick Artus, à doubler le prix de l'énergie en euros constants sur les 20 prochaines années. Cette hausse s'expliquerait par les investissements nécessaires pour compenser l'intermittence des énergies renouvelables. Vous avez un peu abordé, mais pas suffisamment à mon goût, mais aussi pour entretenir notre parc nucléaire qui est vieillissant et nécessite des investissements importants. Donc, ma question est assez simple. Quel est votre regard sur cette analyse et est-ce qu'une telle hausse est envisageable et se fera-t-elle sur le dos des consommateurs ? Une autre question rapide. Sur le chèque énergie, vous en avez parlé aussi, mais ça peut être une réponse, alors vous l'avez dit, conjoncturelle, mais en tout cas, suite à une étude de l'ADEME, le montant de ce chèque énergie devrait s'élever à 710 €, alors qu'aujourd'hui c'est 277 € pour les familles en plus grande difficulté, plus 100 € supplémentaires pour cette année. Donc vous voyez, il y a quand même un delta important. Quel est votre avis à ce sujet-là ? Est-ce que c'est un bon outil ? Et puis j'ai une dernière question suite à votre présentation. Vous nous avez parlé que nos voisins européens avaient fait le choix, ou bon, je ne sais pas si c'est un choix, mais en tout cas de ne pas stocker du gaz pour l'avenir, enfin en particulier l'Allemagne. Et votre inquiétude, et vous nous l'avez dit, c'est qu'on était capable, nous en France, de subvenir à nos besoins, mais si nos voisins nous en demandaient, on serait en difficulté. Et ma question est peut-être naïve, mais pourquoi finalement nos voisins ne stockent pas ? Voilà. Merci. Merci Jean-Claude. Donc on passe à Laurent Duplon et ensuite Alain Cadec. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Professeur, à vous écouter, on apprend beaucoup de choses, moi qui ne suis pas un spécialiste de l'énergie, et pourtant malgré tout, je fais un parallèle quasiment identique avec la problématique qu'on connaît aujourd'hui sur l'agriculture et sur l'alimentation. Je me dis que dans ce pays, nous sommes totalement incapables d'avoir une vraie stratégie. Et la réalité de tout ce que vous venez de dire confirme que nous n'avons pas de stratégie. Parce que si nous avions eu une stratégie, on aurait essayé de trouver les solutions pour pallier à ces déficits, alors que nous étions un pays qui a produit de l'énergie décarbonée avec le nucléaire le plus vite, le plus rapide et de façon la plus importante. Et qu'aujourd'hui, quand je dis que nous n'avons aucune stratégie, et c'est le sens de ma question, est-ce que vous pensez que véritablement on a une stratégie énergétique en termes de production en France ? On a sans arrêt des injonctions contradictoires. Le bois a été supprimé alors que la moitié, ou presque la moitié, 40% de la surface de la France est occupée par la forêt, a carrément été supprimé de toute possibilité ou presque de chauffage, à part un peu le granulé, mais qui utilise aussi de l'énergie pour faire du granulé, alors qu'il est plus facile de mettre une bûche directement dans la cheminée. C'est pareil sur le gaz. On a voulu lancer la méthanisation. Aujourd'hui, on se rend compte que sur les différentes mesures, normes, ICPE, ça deviendra de plus en plus difficile et que nous sommes en train quasiment de tuer la filière. Nous avons eu exactement le même sujet sur le photovoltaïque. On a incité le photovoltaïque avec un tarif de rachat de 0,65 centimes d'euros au kilowattheure pour descendre aujourd'hui à 9,8 centimes. Et donc tuer toute la filière de production de panneaux photovoltaïques qui avait été mise en place dans les années 2010, 2011, 2012. On n'a aucune stratégie sur l'hydroélectricité, alors qu'on a un pays qui est parcouru par des fleuves qui pourraient largement produire de l'énergie, là aussi totalement décarbonée. On n'a aucune possibilité, même sur les toutes petites turbines, sur les seuils. Je rappelle qu'en France, sous Louis XIV, il y avait 40 000 seuils qui fonctionnaient. Nous en avons aujourd'hui 14 000 qui pourraient continuer de fonctionner. Et dogmatiquement, par principe environnemental, on s'interdit de réfléchir à faire fonctionner ces seuils. Donc, monsieur le professeur, est-ce que vous ne pensez pas que la France marche sur la tête et qu'à force de marcher sur la tête et de penser uniquement, comme vous l'avez dit, que la seule solution est d'aller chercher dans la dette publique, la réponse aux maux de nos errances, de ne jamais avoir eu de stratégie depuis 20 à 30 ans, est-ce que vous ne pensez pas que ça aura des limites ? Et est-ce que vous ne pensez pas qu'un jour ou l'autre, le vrai développement durable serait plutôt de se poser ces questions-là ? Très bien, alors on passe à Alain Cadec et ensuite Pierre Louot. Écoutez, je vais essayer de ne pas marcher sur la tête. D'abord, merci M. Gonan pour vos éclairages sur la hausse des prix de l'énergie. Vous l'avez dit, depuis le 1er octobre 2021, le prix du gaz a augmenté de plus de 12%.
par rapport au barème en vigueur. Il s'agit là de la plus forte hausse constatée depuis 2013. Alors vous avez évoqué le long terme au 24 avril 2022. C'est à peu près ça, hein, tout à l'heure. Donc dans un contexte de hausse des tarifs réglementés du gaz, de l'électricité et du carburant, certains candidats à l'élection présidentielle formulent diverses propositions pour alléger la facture des ménages. L'un fait la promesse de lutter contre la précarité énergétique et de garantir à chacun l'accès aux biens de première nécessité en proposant une tarification progressive de l'énergie et de l'eau qui serait rendue gratuite sur les premiers mètres cubes pour les ménages, idem pour les premiers mégawattheures d'électricité. Un autre souhaite mettre à contribution les dividendes des actionnaires. Vous avez deviné qui c'était. Un troisième souhaite diminuer la fiscalité sur les carburants sans plus de précision. Une quatrième s'engage pour une diminution durable de la fiscalité. Elle entend pour cela supprimer le système des taxes sur les taxes. Pour rappel, une TVA de 20% s'applique sur les taxes de consommation de gaz et d'électricité. Vous l'avez souligné tout à l'heure d'ailleurs. Qui vient alourdir un peu plus la facture au moment de l'achat du produit pétrolier. Enfin, un dernier candidat réaffirme son soutien pour la filière nucléaire, qu'il considère comme seul moyen de ne pas voir une explosion de la facture d'énergie dans les années qui viennent. Alors, manifestement, je ne sais pas si on marche sur la tête, mais il n'y a pas de recette miracle. Cependant, pour vous, quelle pourrait être la meilleure mesure à adopter pour stabiliser le prix de l'énergie, en respectant évidemment les règles du marché? Merci Alain. On passe à Pierre Louot et ensuite Evelyne Renaud-Gabedian. Oui, brièvement. Pensez-vous qu'aujourd'hui, on n'aurait pas la capacité de mieux contrôler le prix de vente de notre énergie? Le nucléaire a un prix de revient beaucoup plus bas, donc on est non pas sur un cours mondial, mais sur un prix de production. Et le prix du gaz est atténué par nos capacités de stockage, vous avez dit 25%. C'est-à-dire que, là où je ne suis pas d'accord avec vous, quand on stocke, on achète au prix bas et on revend au prix moyen. Aujourd'hui, on stocke, on a acheté au prix bas et on veut revendre au prix fort. Est-ce que là, il n'y a pas une solidarité nationale que notre économie pourrait supporter? Alors, Evelyne et ensuite Patrick Chaise. Merci Madame la Présidente. Monsieur Guenan, nous avons parlé beaucoup ce matin de la hausse du prix de l'électricité. Je souhaiterais, moi, avoir votre avis sur les perspectives à long terme liées à la transition écologique et notamment la question sur le coût des métaux. Le déploiement massif des énergies renouvelables et les nouvelles formes de mobilité nécessite une utilisation très importante et en grande quantité des métaux. La composition technologique permettant le passage à une énergie propre, ce dont on a parlé tout à l'heure, l'hydrogène, le solaire, l'éolien, les systèmes électriques, implique l'emploi massif de métaux, que ce soit des métaux dits critiques ou bien des terres rares. On a vu au cours de ces 12 derniers mois une augmentation très importante des terres rares. Pouvez-vous nous indiquer, selon vous, comment évolueront le coût des métaux d'ici les prochains mois ou les prochaines années et quelles seront les conséquences sur les industries technologiques et plus généralement sur nos objectifs de développement durable? Merci. Patrick Chaise et ensuite Pierre Cupers. Oui, merci Madame la Présidente. Professeur, cette semaine, le président de l'ACRE, Jean-François Carenco, a annoncé que le prix de l'électricité n'avait pas évolué, faiblement évolué, et que ce serait durable. Est-ce que, par rapport à vos propos, vous pouvez adhérer à ce concept? Concernant le gaz, il a affirmé que les prix du gaz seraient gelés et que, au moins jusqu'en juillet 2022, alors je ne sais pas si lié à des événements, mais en tout cas, c'est ce qu'il a affirmé, ou alors si c'est par rapport à une évolution du prix du gaz qu'on peut imaginer, qui permettrait d'équilibrer jusqu'à cette date les coûts.
je suis surpris par vos propos et par les éléments que vous donnez sur un point, c'est le fait qu'on n'ait pas pu anticiper et prévoir cette évolution. Certes, c'est conjoncturel, mais il me semble que on avait un certain nombre d'éléments qui pouvaient nous permettre d'apprécier cette évolution. Pourquoi, à votre avis, on a été aussi peu précautionneux dans ces prévisions? Alors, Pierre Cuypers, et ensuite Françoise Férat. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Professeur. J'ai l'impression qu'on vit un paradoxe extraordinaire, puisque certains veulent, et notamment l'État, supprimer le moteur thermique dans les années qui viennent, et en mettant le tout électrique. Est-ce que vous avez une analyse précise et un bilan sur ce que peut représenter le développement de l'électricité, sachant que tout ce que vous nous avez dit tout à l'heure nous montre toute la fragilité de nos approvisionnements, et puisqu'on ne peut pas en plus le stocker. Je crois qu'on est en train de faire une erreur historique en voulant supprimer le moteur thermique, en tout cas le pétrole par rapport, et le substituer avec de l'électricité. Sur le gaz, est-ce que vous avez mesuré aussi l'impact que nous vivons actuellement du coût du gaz, qui est de 2 fois 6 par rapport à l'année dernière, et qui vont entraîner, pour l'agriculture notamment, des ruptures d'approvisionnement au-delà des coûts prohibitifs pour l'azote, donc les engrais minéraux. Voilà. Et puis concernant le prix du méthane, est-ce que vous mesurez bien le prix de l'indépendance énergétique de notre pays, puisqu'on voit bien qu'on est dépendant du reste du monde et que notre vulnérabilité n'a jamais été aussi grande? Françoise Férat et ensuite Fabien Gay. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur pour la clarté de votre intervention. J'ai lu récemment un article consacré, ça ne me surprendra pas, à la flambée des prix de l'énergie en Europe. Et cet article aborde un certain nombre de points que nous avons évoqués ce matin. Je n'y reviens pas, je vais en sortir si vous me le permettez. J'ai cru comprendre qu'il existait une proposition espagnole de création d'une centrale européenne d'achat du gaz. Ça me semble intéressant à l'énoncer. Pouvez-vous m'en dire un peu plus et surtout nous donner et partager votre avis sur ce point? Merci Françoise. Fabien Gay, ensuite Jean-Pierre Moga. Bonjour Monsieur le Professeur. Je voulais vous remercier de votre propos, mais on a un désaccord, c'est moi. On a un désaccord profond. D'ailleurs, vous avez dit au bout de 45 minutes de discours politique, vous ne faisiez pas de politique, ça m'a fait un peu rire. Donc moi aussi, je ne vais pas faire de politique. J'ai arrêté ce matin. Mais le désaccord profond que nous avons entre nous, c'est que vous vous placez dans le marché. Mais ce que je respecte totalement, et dans l'Europe de l'énergie, et depuis Barcelone 2002. Et moi, je pense que c'est en partie un de nos problèmes. Et vous pensez qu'en partie, ça sera une solution. Non mais, on a fait l'Europe de l'énergie, pourquoi? En disant aux consommateurs et aux consommatrices, ça va baisser la facture électrique. Sauf que depuis 20 ans, c'est plus 70%. Et le mécanisme que vous avez décrit, il est fondamental, mais il faut l'expliquer. Aujourd'hui, ce n'est pas le coût de production, c'est le dernier kilowattheure produit. Et il se trouve que souvent, le dernier kilowattheure qui est produit, c'est par le gaz. Et c'est quand il augmente, et il a triplé en 2 ans, vous triplez la facture électrique, puisque vous avez corrélé l'un et l'autre, ce que vous avez très bien expliqué, plus le CO2 que ça a augmenté. Donc moi, je voulais vous poser une question précise. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une crise aujourd'hui structurelle, pas conjoncturelle, structurelle, du mode de la construction du prix qui est aujourd'hui en jeu? Et la deuxième chose, évidemment, je suis pour sortir l'énergie du marché libéral. Donc ça, c'est un désaccord profond. Deuxième question, et je vais très vite, mais vous y avez répondu, vous n'êtes pas favorable à une baisse de la fiscalité, notamment la TVA. Pourtant, si on passait la TVA de 19,6 à 5,5, c'est-à-dire en reconnaissant l'énergie comme produit de première nécessité, c'est entre 350 et 500 euros par an pour les ménages.
je plaide pour ça et je suis d'accord avec vous sur la question du chèque énergie. Et juste, je me permets une réflexion, mais elle est franche entre nous. J'ai pas beaucoup apprécié la dernière phrase de votre propos sur le pull. Sur le pull. Et je vais m'en expliquer en 10 secondes. C'est le débat que j'ai déjà eu avec M. Lévy sur hashtag mets ton pull. Ici, et je crois, et je me mets dedans, personne n'a de difficulté à payer sa facture d'électricité et de gaz. Personne. Et je me mets dedans. Mais il y a 10 millions de nos concitoyens qui sont en précarité énergétique. Et il y en a qui sont obligés de mettre un pull, voire des fois 2 pulls à leur enfant, parce qu'ils ne peuvent pas payer la facture électrique. Et ça, cette blague, elle me met un peu... C'est un peu malaisant. Je vous le dis. Et c'est exactement la même chose avec M. Lévy sur le hashtag mets ton pull. Vous êtes un professeur reconnu. Vous êtes parmi ceux qui forment les élites de demain. Et je ne veux pas laisser passer des propos comme ça. Je vous remercie. Je partage la part des choses entre le structurel et le conjoncturel. Souvent, l'un influence l'autre. Et vous avez très bien souligné notre dépendance en matière de gaz entre l'Europe du Nord, la Russie et le Maghreb. Ça, c'est structurel, cette dépendance-là. Vous avez évoqué, du coup, dans un second propos, le biogaz. Bon, on nous a dit, et c'est récent en France, de pouvoir réinjecter dans le réseau du biogaz, c'est très très récent, donc c'est pas mature. Les choses ne sont pas complètement maîtrisées techniquement, mais elles le seront, vous l'avez évoqué aussi. On nous a très vite dit les inconvénients, notamment que ce n'était pas compétitif. C'était pas compétitif quand le prix était bas. Quand le prix devient haut, on peut s'interroger sur la compétitivité de la production de biogaz. Moi, je crois que nous n'avons des réponses qu'à la conjoncture. Vous avez évoqué les choix politiques, nous n'avons jamais de réponse sur le structurel. Moi, je suis un fervent défenseur des équilibres et de l'aménagement du territoire. Et je vois dans la production de biogaz vraiment un moyen, si on veut le regarder attentivement, un levier d'aménagement du territoire, de pérennisation des exploitations agricoles et de circuit court de l'énergie. Et je n'entends pas cela dans les choix politiques. On souligne toujours les contraintes, il y en aura toujours. Il suffit de les régler, enfin, tout problème a sa solution. Donc, pardon, parce que vous l'avez évoqué dans un second temps, j'ai ma parole, mais je pense que c'est une façon de voir les choses au-delà de l'énergie, d'un prix. C'est aussi comment on fait vivre notre pays en la matière. Merci à vous. Sénateur Tissot, la libéralisation du secteur de l'énergie, qu'est-ce que ça a apporté aux consommateurs ? Il y a une chose qui est certaine, il y a une chose qui est plus compliquée. C'est une vraie question, hein. Alors en fait, le problème est un peu méthodologique, c'est-à-dire c'est quel est le point de comparaison ? Parce qu'on dit ça n'a pas bénéficié aux consommateurs parce que les prix ont augmenté de temps. Oui, mais en 99, le baril était à $9. En 2011, il était à $110. Donc c'est normal que les prix de l'élec, depuis 20 ans, en moyenne, aient augmenté. Donc la question, c'est de savoir s'il n'y avait pas eu libéralisation, ils auraient augmenté de combien de plus ? Et à cette question-là, il n'y a pas de réponse claire. Alors moi, j'ai une autre réponse sur la libéralisation. Quels sont les gains de la libération du marché de l'énergie ? Eh ben, on ne le voit jamais dans la presse, mais ils sont importants. C'est la transparence des prix et des coûts. C'est qu'aujourd'hui, on sait exactement combien ça coûte de transporter un mégawattheure d'élec sur un câble. Aujourd'hui, on sait très bien comment ça coûte de commercialiser de l'élec chez Madame Michu à Carpentras. Aujourd'hui, on sait très bien où sont les coûts, où sont les prix. Avant, je ne dis pas que c'était nécessairement cauchemardesque avant, mais avant, le marché du gaz, c'était 6 gaziers autour d'une table qui se partageaient le gaz russe, norvégien et anglais. Il n'y avait aucune transparence, vous ne saviez pas où étaient les prix, vous ne saviez pas où étaient les coûts, et donc il y avait des marges. Avec la transparence des prix et des coûts sur le marché européen, je ne dis pas que tout est parfait, mais on sait exactement qu'est-ce qui coûte quoi et combien, et donc a priori ça fait moins de marge. Et ça, c'est quand même un élément de transparence qui, à mon avis, est important. Est-ce qu'il est décisif ? Le débat peut être ouvert. Mais c'est quand même important. C'est quand même important. Alors, il y aurait plein de choses. Alors, Artus qui dit les prix de l'énergie x2 en 20 ans. L'avantage, c'est que peut-être que moi, je ne serai pas à la retraite dans 20 ans, mais personne ne pourra vérifier si Artus s'est trompé ou pas. La vérité, c'est que les prix de l'énergie, ça peut évoluer très vite. C'est très difficile de prévoir à long terme les prix de l'électricité. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de raisons pour qu'ils augmentent.
Mais pour introduire un élément peut-être de soulagement relatif, les prix de l'énergie, par exemple le prix du pétrole, pour avoir travaillé un peu avec eux, ceux qui savent de quoi ils parlent en la matière, les Saoudiens, les prix du pétrole, eux, ils les voient à long terme très à la baisse. Très à la baisse. Parce qu'ils savent très bien que la transition énergétique dans le monde, c'est moins de consommation de pétrole. Et donc, quand ils font des simulations, j'ai bossé pour eux, donc je peux dire ce qu'ils m'ont fait faire. Quand ils font des simulations à long terme du prix du baril, ils prennent $12. Pourquoi ? Parce que $12, c'est le coût complet de production du baril de pétrole dans leur champ pétrolifère le moins compétitif. Donc, oui, le prix de l'électricité va augmenter. Oui, le prix du gaz aussi, sans doute. Le prix du pétrole, c'est pas sûr. Et comme c'est un indicateur très important pour tous les marchés de l'économie, je serai moins assertif que Patrick Artus. Mais c'est vrai que la tendance dans les 5 à 10 années, on la voit quand même pas à la baisse sur l'électricité. Sur le chèque énergie, l'ADEME demande 710 €. La dépense moyenne d'électricité d'un ménage qui se chauffe à l'élec, c'est de l'ordre de 1 500 €. Si vous lui donnez 710 €, en gros, vous payez la moitié de sa facture. Ça veut dire qu'il y a toute une frange de la population qui contribue plus à la transition énergétique, à la limitation de la pollution. Subventionner, oui. Prendre la moitié en charge, je ne suis pas sûr. Ça me semble beaucoup. Mais je pense qu'on bascule dans une situation où on immuniserait complètement les ménages des consommations d'énergie et c'est juste pas cohérent avec l'objectif de la transition énergétique. Pourquoi est-ce que nos voisins ne stockent pas Joker ? Je n'ai pas eu le temps de regarder. Je ne sais pas exactement. Sénateur, je suis trop long ? Pour l'instant, ça va. Sénateur Duplon, on n'a pas de stratégie. Bah oui, on a été... Ah, il est parti. Alors, je suis d'accord avec vous. Vous voyez, je me souvenais bien de vous. Alors, on n'a pas de stratégie. De fait, on a été surpris. Ça me permet de répondre aussi à d'autres questions qui ont été posées. À la limite, si l'exercice européen en cours qu'a lancé un certain nombre de ministres espagnols, français, pour, vous savez, cette espèce de boîte à outils, là, tout le kit, comme on dit à Bruxelles, si cet exercice peut être utile, ça serait précisément peut-être de fixer un peu des règles de coordination. Moi, je ne centraliserai pas les choses au niveau européen, mais de coordination des pays en cas de crise, parce qu'il est clair que cette crise-là, on ne l'a pas très bien vu venir. Si on peut effectivement faire une toolkit de mécanismes de coordination entre les producteurs et les transporteurs et les distributeurs, ça serait bien, parce qu'en fait, c'est vrai que le secteur ne pensait jamais qu'on pourrait avoir un prix de l'élec qui resterait plusieurs jours au-dessus de 200 € le mégawattheure. Donc là, effectivement, il y a sans doute au niveau européen de la coordination à réfléchir. On a été surpris. C'est un bon effet. Alors, vous avez parlé de l'hydro, du micro-hydroélectricité. Vous n'avez pas évoqué, je l'évoque ici, la technologie de l'ester méthylique de colza. Puisque pour les ménages qui sont en milieu rural, qui sont précaires énergétiquement et qui ne sont pas reliés au gaz et qui ont une cuve au fioul, en gros ça fait 2 à 3 millions de pauvres, eh bien le fait de transformer le cuve au fioul en cuve en ester méthylique de colza, ça leur évite d'avoir... Enfin, ils ne pourraient pas se payer une pompe à chaleur tellement c'est cher, ça évitera que ça coûte cher aux finances publiques, il faut juste changer le brûleur, ça coûte 400 €, et vous pouvez mettre de l'ester méthylique de colza, ça fait fonctionner l'agriculture. C'est un business model qui est en train d'émerger et qui, à mon avis, pour avoir regardé le sujet de près, peut être soutenable à terme, économiquement. Sénateur Cadec, ah oui, les propositions de mesures des candidats à l'élection présidentielle. Qu'est-ce que... bon, moi, j'ai parlé de l'isolation thermique, pardon. J'ai parlé de l'isolation thermique, j'ai parlé de la sobriété thermique. Le mécanisme de TICPE flottante, c'est un pis-aller que je trouve plutôt pertinent dans le contexte actuel, sous l'hypothèse qu'elle soit bien flottante. Parce qu'on fait toujours des trucs qui flottent quand ça monte et puis ils ne remontent pas quand ça baisse. Donc il faut s'assurer de la symétrie du dispositif dans le temps. Quand j'étais jeune, je commençais à Bercy, j'ai un vague souvenir de la TIPP flottante à l'époque et je peux vous dire qu'elle n'a pas flotté. Donc ça c'est un point important. Sénateur Louot, avec le nucléaire on pourrait vendre moins cher. Ça boucle avec d'ailleurs une autre question sur... oui.
Parce qu'en fait, le raisonnement qu'il y a derrière, c'est de dire on ne veut pas payer l'électricité au prix du dernier mégawattheure qui est produit par une centrale au gaz. J'entends, mais ma réponse, c'est de dire oui, mais le dernier mégawattheure produit par celui qui produit l'électricité à partir du gaz, c'est celui qui me protège du blackout. Parce que, alors vous savez, une centrale nucléaire, c'est un peu un gros paquebot. Et donc, la demande d'électricité, elle varie au cours d'une journée facilement de 50, 60, 70%. Les centrales nucléaires, pour des raisons physiques, on les module assez peu. C'est-à-dire que le volume de production d'une centrale nucléaire est assez... on ne peut pas le changer de 30% au cours d'une journée. Alors, EDF, autant ils ont du mal à construire des centrales, je ne tire pas sur le pianiste, mais ils savent quand même bien les exploiter. Et on est d'un pays au monde qui sait le mieux faire les modulations de centrales nucléaires. Mais il y a une limite physique, c'est que quand vous modulez beaucoup une centrale nucléaire, vous avez des gaz rares qui apparaissent dans le cœur, et donc il faut les retirer. Alors je ne suis pas chimiste, il doit y avoir du xénon, de l'argon. Et enfin, quand vous avez une demande qui est très volatile, vous ne pouvez pas être en permanence en train de la fournir avec une centrale nucléaire, c'est ça que je veux dire. Et si vous essayez de le faire, vous avez un risque de blackout. Et finalement, le fait de payer cher l'électricité en ce moment, ça se traduit par une chose, c'est qu'on a de la lumière dans cette salle. Et à titre personnel, moi je suis prêt à payer pour ça. Mais voilà, c'est un peu ça la réponse. Alors, sénateur, madame la sénatrice Renaud. Ah oui, non, ça j'y reviendrai peut-être après parce que c'est long. Sénateur Chaise. Je ne savais pas que monsieur sénateur Carinco. La question était là, oui. Alors, je ne savais pas qu'il avait dit que le prix de l'électricité augmenterait pas. Alors, il y a des... alors c'est une conjecture, hein, je comprends. Alors, ça dépend ce qu'il veut dire par là. Il faudra poser la question. Mais de toute façon, il y a des textes. C'est-à-dire que la CRE est missionnée de par la loi pour évoluer les coûts de production de l'électricité. Et elle envoie ça au ministre en disant, donc, les tarifs réglementés de l'électricité devraient évoluer de temps pour couvrir les coûts, parce que la loi prévoit que les tarifs réglementés d'électricité couvrent les coûts d'un opérateur efficace. Après, c'est le gouvernement qui décide si ça monte ou pas. Si les coûts ont augmenté, ce qui est quand même assez probable, pas sûr, mais probable, à ce moment-là, la CRE le constatera, elle fera son métier, je n'anticipe pas sur ce qu'elle fera, je suis plus commissaire de la CRE, je ne suis plus en relation avec eux, mais le mécanisme, c'est la CRE constatera si ça a augmenté ou pas, s'il faut faire un mouvement tarifaire ou pas, et le ministre décidera s'il fait un mouvement tarifaire ou pas. Et s'il y a quelqu'un sur le marché, un opérateur qui trouve que la décision ne lui convient pas, il fera ce qui s'est fait beaucoup de fois depuis 10 ans, il fait un recours au Conseil d'État, qui sera probablement pas traité en référé et qui sera traité au fond après mai 2022. Je crois que j'ai répondu à votre question. Sur le prix du gaz, on n'a pas anticipé, non. Est-ce qu'on aurait pu anticiper ? Oui, en arguant sur le fait qu'une sortie de crise pandémique, c'est très rapide en termes de reprise de niveau de production macroéconomique. On a un peu... Alors après, je peux vous dire que c'est difficile de faire des prévisions qui sont pessimistes, parce qu'après, quand vous sortez, je dirais, du milieu du débat, les gens vous disent « Oh, vous êtes trop pessimiste » ou autre, et donc vous n'êtes pas entendu. Donc parfois, avoir raison trop tôt, c'est un exercice qui n'est pas facile aussi. Mais en tout cas, là, je dors sur mes deux oreilles, parce que moi, j'avais fait une étude en mai 2020 en disant « Le jour où la dernière vague pandémique est passée, ça va repartir très vite ». Et ça, on avait de la littérature académique là-dessus. Et de fait, c'est reparti très vite, y compris en Chine. Sénateur Kuipers. Il est parti. Ah, il est parti. Bon, alors, je répondrai peut-être si j'ai le temps. Ok. Sénatrice Ferra, la proposition espagnole de création d'une centrale européenne d'achat de gaz. Donc, j'avais donné quelques éléments tout à l'heure pour dire que j'étais pas très favorable. Le cinquième élément que je pourrais ajouter, c'est que je préférerais que les opérateurs gaziers, qui sont pas si nombreux que ça, se coordonnent, plutôt que de créer un nouvel établissement public européen avec les interférences qui peuvent exister dans ce type de situation.
Je préférais que ça soit plutôt décentralisé, comme disent les économistes, plutôt que centralisé, donc que ce soit plutôt un mécanisme de coordination, ce qui est rapide et facile à mettre en place, plutôt que de créer, excusez-moi, un nouveau machin. Enfin, je sais que dans les instances parlementaires, on n'aime pas quand on crée de nouveaux machins, donc moi aussi, j'aime pas trop ça, que de créer un nouvel établissement public, ça mettrait du temps, et puis bon, en face, vous avez Gazprom et Poutine, donc ça devient très politique si on centralise, à mon avis, la discussion. Mais bon, le sujet est en cours d'examen, hein, c'est un sentiment préliminaire. Alors, sénateur Gay, je prends votre point sur le pull. Je ferai attention, je tâcherai de trouver autre chose. Alors, si j'étais un peu taquin, si vous me permettrez, si on leur faisait de l'isolation thermique, ils mettraient un pull un peu plus petit que celui qu'ils mettent en ce moment, parce qu'ils vivent dans le froid. Mais je ferai attention à ça. Je suis preneur du point, je tâcherai... Alors, je tiens à dire que quand j'ai découvert sur Twitter que M. Lévy parlait de « mets ton pull », qu'il y avait un hashtag, j'étais content et un peu saumâtre, parce que moi, ça fait des années que j'en parle à mes étudiants, donc j'avais eu l'impression qu'on m'avait pris l'idée. Mais c'est une idée, je réfléchirai au terme à employer. Sur l'Europe de l'énergie, j'ai répondu au sénateur Tissot tout à l'heure en disant que ça avait contribué à la transparence des coûts. Est-ce que la crise est structurelle ? Non, je pense que la crise, elle serait... Enfin, je suis désolé, vous allez peut-être trouver que je me répète. La crise, elle deviendrait structurelle si on a un blackout. Le blackout, c'est le péché grave du système électrique, c'est-à-dire si votre système électrique fait un blackout, il faut que vous le changiez. C'est arrivé en Californie au début des années 2000. Ah, parce qu'ils ont... alors, si j'étais... Parce qu'ils ont... Alors, si j'étais contre taquin, je dirais qu'ils n'ont libéralisé que la moitié de la chaîne de valeur et l'autre, c'est-à-dire qu'ils ont libéralisé les choses... Non, mais sur la libéralisation, je ne suis pas un fou furieux, j'y reviendrai sur la libéralisation. Mais la crise, elle n'est pas structurelle parce qu'on a les lampes qui marchent dans cette salle. Le jour où on sera dans le noir, là, il faudra changer profondément le truc. Mais pour l'instant, depuis 1976, ça fonctionne. Donc, de mon point de vue. Faire baisser la TVA de 19,6 à 5,5. Je n'ignore pas les difficultés de mes concitoyens, hein, mais je pense que c'est compliqué si la transition énergétique n'est que sur une partie de la population et pas nécessairement sur les autres. C'est pas la CSPE ou... C'est la TVA pour tout le monde. La TVA, oui. Oui, parce qu'il y a la TVA. À ce moment-là, il va falloir... alors, pourquoi pas, mais là, c'est contraire avec l'objectif d'une transition énergétique qui consiste à faire en sorte que les gens payent davantage quand ils ont des comportements qui génèrent de la pollution. Là, c'est une question d'objectif politique. C'est que là, vous subventionnez la consommation d'énergie. Alors, sénateur Moga, redistribution des recettes tirées du carbone, est-ce qu'on pourrait en passer au bas revenu ? Alors, la réponse est oui. La réponse est oui, parce que tout à l'heure, quand j'ai dit le second dividende, c'est j'augmente ma taxe carbone et puis je le recycle sous forme de baisse d'impôt direct. Et peut-être que vous vous êtes dit, oh là là, quand même, IS, c'est les entreprises, cotisation patronale, c'est les entreprises, il en faut un peu pour les ménages. Donc une façon acceptable et économiquement acceptable aussi de faire, c'est de recycler une partie, petite, pas majoritaire, des recettes liées de la taxe carbone sur les ménages. Sur la sobriété énergétique, oui. Alors, c'est d'autant plus vrai que, à la limite, s'il n'y a que 3 grands leviers de la transition énergétique, le développement des énergies renouvelables, même si vous en faites plein, vous n'arriverez pas à la neutralité carbone. La taxe carbone, même si vous la mettez à 300 € la tonne et que vous tuez l'industrie française, même en cumulant ces deux choses-là, vous n'êtes toujours pas à la neutralité carbone. Il faut rajouter de l'efficacité énergétique. Et ça, pour un certain nombre de motifs que je ne vais pas expliquer, c'est pas très facile parce que les effets des gains d'efficacité énergétique sur la pollution sont amortis par ce qu'on appelle un effet rebond. Et donc, en fait, si on veut vraiment arriver à la sobriété énergétique, la dernière case, c'est la sobriété énergétique. Il y a aussi, par exemple, tous les appareils électroniques en veille. Il faut savoir que 10% de la consommation d'électricité est liée à des appareils électroniques qui restent en veille. Le fait de fermer ses volets ou ses rideaux le soir, la nuit, ça évite le rayonnement thermique de votre habitat. Il y a plein de petits réflexes comme ça. Effectivement, des campagnes publiques sur la sobriété, ça me semblerait bienvenu. Sénateur Chauvet, sur le gaz qui dépend des Russes, c'est structurel. Il est où, pardon ?
Excusez-moi. Il y a quand même beaucoup d'éléments, enfin je maintiens quand même que dans cette crise, il y a beaucoup d'éléments qui sont conjoncturels. Les Anglais vont commencer à reproduire. Les Russes, encore une fois, comme je l'ai dit, sans rentrer dans le détail, ne sont pas complètement market makers. Ils sont vraiment liés par des contrats à long terme. Alors, c'est vrai que la compétitivité relative du biogaz est en train d'augmenter par rapport à celle du gaz naturel, vous avez raison de le souligner. Et sur l'équilibre des territoires, sur le biogaz, alors je suis tellement d'accord avec vous que j'ai même écrit un rapport pour la CRE sur le sujet, c'est-à-dire qu'un des aspects intéressants de la problématique du biogaz, c'est que ça fait un circuit énergétique court entre les campagnes, les territoires et les milieux urbains, les territoires fabriquant le gaz qui est consommé par la ville, et ça permet de faire un aménagement du territoire intelligent et harmonieux. Argument qu'à mon avis Engie devrait sortir plus souvent, mais en tout cas absolument. Et donc si vous tapez mon nom et éclairer l'avenir, vous tombez sur un rapport sur nouveaux territoires, nouvelles logiques que j'ai remis à la CRE il y a 2 ans. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous.